Bonjour à tous et bienvenue dans cette session qui concerne le service EC2 et nous allons passer à la pratique. Donc on va se connecter à la console, on va aller dans le menu EC2 et on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Alors nous voici de nouveau sur la console. Aujourd'hui pour cette session EC2, nous allons pouvoir lancer notre serveur web si vous l'avez éteint. Donc moi je l'avais éteint, il était en état stoppé, donc j'ai sélectionné ma machine, je suis allé dans Action, état de l'instance, j'ai cliqué sur démarrer, j'ai répondu oui, démarrer. Donc l'initialisation est en cours. Je viens de récupérer ma nouvelle adresse IP que je vais copier, et je valide que c'est bien la clé privée qui va m'être affectée, enfin qui est affectée, donc je n'aurai pas besoin de changer quoi que ce soit par rapport à ma configuration dans PuTTY. PuTTY, notre logiciel de connexion dans lequel on va se rendre immédiatement puisque la machine est démarrée, les contrôles de statut sont au vert, donc on va se retrouver tout de suite avec PuTTY. Très bien, nous revoici donc dans PuTTY. Alors, comme j'avais sauvegardé ma session, je vais pouvoir la recharger. Toutefois, mon adresse IP a changé, donc ce que je vais faire, c'est que je vais recopier-coller, je vais la re-sauvegarder par principe, sauvegarder, et comme ça, je vais pouvoir me reconnecter, et l'ancienne, comme l'IP ne sert plus à rien, je vais pouvoir l'effacer. Alors, maintenant que j'ai chargé cette session, je vais pouvoir vérifier que l'authentification dans le menu clé privée pointe bien toujours vers ma clé, donc ce qui est le cas. Ceux qui ne l'ont pas fait ou qui n'auraient pas sauvegardé, vous n'avez plus qu'à rechercher votre fichier .ppk et pointer dessus. Et en ayant ajouté ec2-user, qui est le utilisateur par défaut pour cette session, on va donc maintenant pouvoir cliquer sur ouvrir. Alors, on va ouvrir, on se retrouve avec le même message d'avertissement que la dernière fois, à savoir que notre clé n'est pas mise en cache, donc on va dire oui, puisque j'ai changé d'adresse IP, c'est un nouveau serveur, et nous voici connectés sur notre Linux Amazon Linux 2 AMI. Alors soyons juste 2 secondes attentifs lors de la connexion à ce qui nous est proposé de lire, c'est-à-dire que dans la partie basse, on voit qu'il y a 5 packages qui ont besoin d'être mis à jour pour des raisons de sécurité. Donc la commande, c'est sudo yum update. Alors yum, c'est le gestionnaire de paquets Linux, un peu comme sur Android quand vous allez sur le Play Store et vous installez un logiciel. Il arrive sous forme de binaire, et bien yum, c'est l'installateur des binaires qui sont des logiciels, des mises à jour, etc., etc. Donc ce logiciel, on va pouvoir l'incanter avec la commande sudo. Alors sudo, c'est une commande qui permet d'élever les privilèges. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas se contenter de taper la commande sudo yum update, on va d'abord élever les privilèges puisqu'on a plusieurs tâches administratives à réaliser par la suite. Alors la première commande qu'on va taper, c'est donc sudo-su pour passer administrateur. On va taper clear pour avoir un petit peu plus de lisibilité. Donc la commande, c'est yum update. On va l'exécuter. J'aurais pu mettre un yum update-y pour éviter qu'il me demande de taper yes au cas où il y ait des besoins de confirmation. Toujours est-il que, étant donné que j'ai déjà exécuté le yum update, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Par contre, vous, il a dû continuer et installer les packages de mise à jour. Alors maintenant, on va passer à l'installation d'un serveur web. On va toujours utiliser yum, du coup, et étant donné qu'on a déjà élevé les privilèges, on n'a pas besoin de le faire. Donc on va faire un yum install, et on va choisir le package Apache qui est httpd. Voilà, et on va pouvoir lui mettre le -y. Et il est déjà installé sur cette machine. Donc chez vous, il a dû s'installer directement. Donc maintenant, on va pouvoir aller dans le dossier. Donc pour se déplacer, on va choisir un dossier, comme ça qu'il faut retenir la commande cd, c'est chose directory.
Ensuite, le slash, c'est l'endroit où on a le point de montage de la racine du système de fichiers Linux. On va aller dans le dossier var, et dans le dossier var, on va avoir le sous-dossier www qui se retrouve être la racine du serveur web. Donc ici, si on tape ls list, on voit qu'il y a un sous-dossier HTML et un sous-dossier CGI bin, on ne va pas y toucher, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va coder un tout petit fichier de bienvenue en HTML, et pour ce faire, on va utiliser l'éditeur de texte Nano. Alors une fois qu'on a tapé Nano et qu'on est dedans, on va pouvoir coder un tout petit fichier en HTML. Donc on va déjà ouvrir une balise body, donc le corps de notre fichier texte. On va mettre une balise A pour pouvoir insérer du texte. On va la fermer, voilà. On va mettre bienvenue, mince, je me suis trompé, bienvenue sur notre nouveau serveur web. On va ensuite fermer la balise A et fermer la balise body. Alors pour la fermer, on met un slash, voilà. Et maintenant, pour quitter Nano, on fait CTRL-X, on lui propose, on tape Y. Le nom du fichier, on va l'appeler index.html et on va faire Entrée. Si on refait un ls, on va se rendre compte que désormais, on a bien un fichier index.html. Et si on fait un cat dessus, on voit que le contenu, c'est bien body a bienvenue sur notre nouveau serveur web, /a/body pour la fermeture. Voilà, maintenant qu'on est prêt, on va passer à la suite. Alors, quelques petites choses avant de continuer. Donc l'objectif de notre serveur web, c'est bien de pouvoir donner accès au fichier index.html, qui est le fichier racine des sites web, que l'on a mis dans le sous-dossier www du serveur web Apache, que l'on a installé avec la commande yum install httpd, puisque c'est le nom du paquet. Alors, il va falloir qu'on vérifie nos tables de routage, et on va pouvoir observer plusieurs choses. Donc la première, quand on regarde attentivement l'invite de commande, on se rend compte qu'ici on a une adresse IP qui nous est affichée, et cette adresse IP, c'est notre adresse IP locale. Donc ça n'est pas notre adresse IP publique, ça veut dire qu'on en a deux. Donc si on tape la commande ifconfig, on va pouvoir voir qu'en effet, dans la table de routage, alors avant la suite, quelques petites choses intéressantes. Sur le côté gauche de l'invite de commande, on voit qu'il y a l'utilisateur qui est root, puisqu'on a tapé la commande sudo su pour super user, donc on est root, on est en god mode comme on dit, et arrobas IP 10.0.16. Si on fait un ifconfig, alors oui, forcément, il faut que je sois sur la bonne fenêtre. Si on fait un ifconfig, on se rend compte que c'est bien cette adresse IP qui est donnée à l'une de nos cartes réseau, mais ça n'est pas notre adresse IP publique. D'accord? Donc c'est notre adresse IP privée, interne sur l'interface Ethernet 0, et qu'on est bien dans la plage d'adresses que l'on avait convenue lorsque l'on a créé le sous-réseau. On a vu qu'il y avait 5 adresses IP qui étaient réservées, et qu'on allait disposer de 251 adresses comprises entre 10.0.1.4 jusqu'à .1.254. Et là, on a donc hérité de la 16 pour la carte réseau interne. Maintenant, en ce qui concerne cette instance, on se rend compte en faisant un ping, par exemple, de google.fr, qu'on a bien accès à Internet. On voit que le site nous répond en 1 milliseconde 50, donc CTRL-C, on interrompt, et on voit bien que l'instance dispose bien d'une adresse IP publique, elle dispose d'une adresse IP privée. Cette adresse IP privée va lui permettre de voir et de communiquer à travers
La passerelle, alors si on refait un ifconfig, la passerelle de broadcast, comme on avait dit, ce qui permet de communiquer aux machines qui sont sur notre même réseau, c'est le 10.0.1.255, qui est l'adresse IP réservée, et qu'on est bien sur un masque en /24, puisque tous les bits des 3 premiers octets sont allumés, donc on est en 255/255.255.0. Maintenant, on va aller voir du côté table de routage et côté adresse IP publique, et on va un petit peu modifier l'affichage de notre console pour que ce soit un peu plus lisible. Donc je vais quitter mon putty.exe et je vais vous retrouver sur la console. Alors je vous embête un petit peu avec l'IP privé, même si ça n'a pas forcément de rapport, c'est pour une meilleure compréhension du service EC2. Alors ici on voit que l'adresse IP privée n'apparaît pas, alors c'est pas très important, on peut la trouver ailleurs, mais pour l'afficher, si vous avez besoin, vous pouvez afficher et masquer des colonnes pour rendre un petit peu plus intéressant et plus précis. On peut supprimer le type d'instance parce que à notre niveau on n'en a pas forcément besoin. La zone de disponibilité oui, l'état de l'instance oui, le contrôle des statuts non, le statut des alarmes on n'est pas en production. Et si on descend, on va pouvoir trouver notre adresse IP privée. Alors, c'était un petit peu pour l'occasion que je saisis pour vous montrer comment paramétrer l'affichage des colonnes, mais en fait, on pouvait trouver tout simplement l'adresse IP privée directement ici, avec un petit bouton pour la copier. Pareil pour l'adresse IP publique, ce petit bouton pour copier dans le presse-papier qui est bien pratique. Alors, notre objectif, maintenant que l'on a notre instance dans notre sous-réseau public, qu'elle a le serveur web Apache Key configuré, et qu'on a créé un fichier index.html, on aimerait bien y accéder à partir d'internet. Alors pour ce faire, déjà, il va falloir qu'on soit en conformité côté réseau. Donc on va retourner du côté VPC, et on va retourner du côté des ACL réseau, des groupes de sécurité, et jeter un petit coup d'œil à tout ça. Alors dans un premier temps, on va vérifier les groupes de sécurité. Donc notre groupe de sécurité, c'est le groupe de sécurité DMZ. On va devoir principalement s'occuper des règles entrantes, et comme on les avait déjà configurées, on se rend compte que le type HTTP du protocole TCP sur le port 80 pour l'IPv4 et l'IPv6 sont bien des règles autorisées, des règles entrantes. À la différence de nos access lists, alors la différence principale avec les groupes de sécurité, c'est que les règles entrantes, ce sont telles qui vont prévaloir. En fait, le groupe de sécurité, on s'est principalement occupé des règles entrantes, mais pas des règles sortantes. Donc, grâce aux ACL, automatiquement, si du trafic rentre, il sera autorisé à sortir. Alors dans les ACL, si on vérifie tout ça, dans notre VPC Udemy, nos access lists ont des règles entrantes qui sont déjà paramétrées. Alors les règles entrantes sont valides par pondération, c'est-à-dire qu'en fonction de leur poids et de leur ordonnancement, elles sont jouées les unes après les autres. Donc là, la première qui est jouée, c'est son poids, c'est 100. Donc c'est la plus légère, elle va être autorisée en premier, lue en premier et exécutée en premier, et ici on se rend compte que tous les types de tous les protocoles sur toutes les plages de port à partir d'internet sont autorisés. Et sur les règles sortantes, on a exactement la même chose. Donc à partir du moment où une requête sera arrivée de l'extérieur, passera par nos tables de routage. Comme on a vu, on a une route publique. Cette route publique permet à notre sous-réseau d'avoir accès à partir d'Internet grâce à la passerelle Internet. Elle va être dirigée vers les listes de sécurité de contrôle réseau, qui elles, en route entrante, vont être autorisées sur tous les trafics de tous les protocoles de tous les ports, qui vont ensuite tomber sur le groupe de sécurité, notre DMZ, qui lui, en règle entrante, va autoriser les requêtes HTTP, donc les requêtes web vers notre serveur web, sur le port 80,
à partir d'Internet. Donc voilà, normalement on est configuré correctement. On n'a rien touché puisqu'on avait déjà préparé ça dans l'examen, enfin dans la session précédente. Et donc on va faire un test de connexion pour afficher notre page web directement à travers Internet. Alors pour le coup, ce qui nous reste à faire pour afficher notre page web, c'est d'aller récupérer notre adresse IP publique et de l'entrer dans un navigateur, puisque par défaut il ira faire une requête sur le port 80 directement pour afficher la réponse du serveur web. Et alors là, patatras, voilà, le site n'est pas joignable. Mais alors, que se passe-t-il? Eh bien, on peut voir ici qu'on a une connexion refusée. Alors, pourquoi? On va investiguer un petit peu ce qui se passe. Alors, on retourne sur notre console, on voit que notre instance est correcte. On ne va pas revérifier les paramètres réseau, parce qu'on a validé que la configuration était bonne depuis le début. Donc on va aller voir sur l'instance le pourquoi du comment de ce refus de connexion. Moralité, on retourne sur notre console et on va se poser des questions sur pourquoi notre page web ne s'affiche pas, pourquoi la connexion est refusée. Alors déjà, on sait que c'est un service web, donc on va aller faire un petit tour du côté des services. Et le service, donc on va taper la commande service, c'est l'HTTPD, et on va lui demander quel est ton statut. Et là, manifestement, on a oublié de faire quelque chose, c'est que on peut constater que le statut c'est inactive, il est mort. Voilà, donc comme ce service a été installé, il n'a tout simplement pas été démarré. Donc c'est hyper important. Voilà, dans la recherche de problèmes, les problèmes principaux sont toujours les plus évidents statistiquement, c'est qu'on n'a pas fait gaffe et on a oublié de démarrer notre service. Alors, on va appuyer sur la flèche du haut pour retaper l'ordre précédent, et on va faire un service HTTPD start. Alors bien sûr, on est toujours root, comme on peut voir à gauche, donc on n'a pas de problème de privilège pour démarrer le service. Et maintenant, on va pouvoir redemander un service HTTPD statut, et là on voit qu'en effet il n'est pas mort, il est bien en active running. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner pour voir si notre page web s'affiche finalement. Donc on revient sur notre navigateur préféré, on va rentrer l'adresse IP et on va taper entrée. Et là, bingo, on est bien connecté à Apache. Par contre, étonnamment, eh bien on n'est pas du tout sur la page d'index.html, et alors là, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, apparemment, il dit que nous n'avons pas dû ajouter de contenu dans le dossier /var www/html. Et oui, encore une fois, petit piège, on a mis le fichier index.html à la racine du sous-dossier www, et c'était pas le bon dossier dans la version 2.4 d'Apache. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller déplacer notre fichier. Alors de retour sur notre console, on va retourner dans le dossier var, le sous-dossier www, on va faire un ls, on va se rendre compte qu'on a notre dossier HTML, mais qu'il n'est pas du tout. Donc on va faire un move, un mv, du fichier index.html que l'on va déplacer vers HTML. Si on refait un ls, le fichier index.html a disparu. Si on va, le fichier index.html a disparu. Si on va dans le sous-dossier HTML et qu'on fait un ls, on se rend compte qu'on a bien notre index, et si on fait un cat sur l'index, on voit bien que c'est le nôtre avec notre message de bienvenue. Donc maintenant, on va retourner de l'autre côté dans notre navigateur préféré. Et du coup, on va pouvoir rafraîchir la page. Et voilà, en rafraîchissant la page, on se rend compte qu'on est bien sur notre site web, avec notre message de bienvenue sur notre nouveau serveur web. Donc là, on peut faire venir les équipes de développeurs, ils vont pouvoir développer notre nouvel intranet, déposer leurs fichiers dans ce dossier, et on pourra créer des comptes IAM, leur donner les bons droits, les bonnes stratégies. Enfin là, maintenant, vous savez faire, donc vous pourrez déjà conseiller des gens dans votre entreprise, ou vous-même commencer à avoir une idée de comment gérer un projet
pour pouvoir accueillir une équipe de développement. Bon, alors maintenant on va passer au récapitulatif.